Les dernières nouvelles et ce qui se passe en ce moment entre l'Iran et les États-Unis. Une nouvelle attaque israélienne sur la Daïa. C'est la deuxième attaque depuis que l'Iran a déclaré que si Israël frappait la Daïa ou Beyrouth, il y aurait une riposte. Et c'est ce qui s'est passé. La première fois qu'Israël a attaqué, vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Ils ont visé un bâtiment vide, ils pensaient pouvoir assassiner quelques personnes, des commandants du Hezbollah. Mais la mission a complètement échoué. Ils ont tué des civils, des gens ordinaires qui se trouvaient près de ce bâtiment. Et aujourd'hui, on a eu une deuxième attaque, cette fois sur un autre bâtiment à Beyrouth. Vous avez sûrement vu les images, une énorme explosion qui a détruit l'immeuble. Et Donald Trump vient tout juste de faire une déclaration à ce sujet. Il a dit qu'il demandait à l'Iran de ne pas réagir. En gros, ce qu'il veut dire, c'est qu'Israël n'aurait jamais dû attaquer Beyrouth à nouveau, surtout en ce moment, alors que l'Iran et les États-Unis sont en train de conclure, ou du moins d'approcher, une sorte d'accord. Mais le problème, c'est que Donald Trump affirme que personne n'a été blessé, qu'il n'y a eu ni blessé ni mort. C'est complètement faux. D'après les informations qu'on a pour l'instant, il y a eu au moins un mort et 4 blessés. Et c'est ça, la réalité de la situation. En ce moment, en Iran, de grandes discussions ont lieu. Je pense qu'ils ont pris leur décision. Ils ont décidé de frapper Israël. Israël s'y prépare. Et d'après les chaînes 12 et 14 en Israël, le pays se prépare activement et est prêt à faire face à une attaque iranienne. Ce qui se passe dans leur tête, je pense que le calcul du côté de l'Iran, c'est que si Israël attaque Daïa, eh bien, au même moment, parce qu'aujourd'hui, souvenez-vous, Donald Trump disait « Nous allons conclure un accord dimanche, aujourd'hui même. Nous allons le signer. » On a appris hier qu'ils allaient signer l'accord de manière électronique, numériquement, quelque chose comme ça. Et puis, il y a eu l'attaque israélienne. On peut avoir l'impression qu'Israël l'a fait pour saboter l'accord entre l'Iran et les États-Unis. Ça, c'est une partie de l'histoire. Mais Israël teste aussi l'Iran pour voir si l'Iran est capable de réagir ou non. Parce qu'aujourd'hui, disons que c'était censé être une journée importante entre les deux parties, ce que personnellement, je ne crois pas. Mais Israël essaie de provoquer, ou du moins de pousser l'Iran à réagir. Ils veulent que l'Iran riposte, et à mon avis, l'Iran le fera. Ils vont répondre, et Israël va la prendre à ses dépens. Souvenez-vous de la première attaque quand ils ont frappé Dahiya. L'Iran avait alors attaqué le nord d'Israël. Ils avaient dit que ce serait leur réponse. Mais ensuite, les Israéliens ont affirmé qu'il ne s'était rien passé, qu'ils avaient intercepté tous les missiles et les drones. Ce n'était pas vrai, du moins d'après les images. Plus tard, on a découvert, à partir des publications iraniennes et d'une nouvelle photo, qu'ils avaient touché la base aérienne de Ramat David, en Israël. Sur la photo de gauche, on voit le bâtiment avant l'attaque, avant que le missile ne le frappe, et sur celle de droite, on voit comment l'Iran a détruit ce bâtiment. Et ce n'était pas tout. Pour revenir à ce qui s'est passé ensuite, il y a d'abord eu l'attaque israélienne sur Beyrouth. L'Iran a répliqué en frappant le nord d'Israël. Puis Israël a attaqué l'Iran, essentiellement sur ses îles proches du golfe Persique, près du détroit d'Ormuz. Ensuite, l'Iran a répondu en frappant le nord, le centre et le sud d'Israël. Après cette deuxième attaque iranienne, Israël n'a pas réagi. C'est alors que les États-Unis sont intervenus. Et Donald Trump est soudainement apparu. On avait un hélicoptère Apache dans la région qui patrouillait le détroit d'Ormuz. Il a été touché par des missiles iraniens, ou peut-être un drone, quelque chose comme ça. Il n'en a pas parlé. Les Iraniens ont frappé l'hélicoptère Apache. Plus tard, CNN a rapporté qu'il s'agissait d'une attaque de drone, un drone Shahed 136, contre l'hélicoptère Apache.
Le problème avec cette histoire, que je pense complètement inventée, c'est que le drone Shahed, on le programme avant de l'envoyer sur sa cible. La cible, elle est fixe, elle ne bouge pas. Ces drones-là sont programmés. Ils ne vont pas poursuivre un hélicoptère pour le frapper. Ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. C'est pour ça que je pense que ce n'était pas le cas. Je ne sais pas si c'en était un, mais ça pourrait être un accident, parce qu'il y a énormément de mouvements de drones dans la région, et on a aussi des hélicoptères Apache. Donc oui, ça pourrait être un accident, mais envoyer un drone exprès pour toucher un Apache, c'est impossible. Peut-être un accident, oui, mais impossible que le drone poursuive l'hélicoptère pour le frapper. Voilà, c'était ça l'histoire. Et les deux pilotes, Donald Trump a dit qu'ils étaient vivants, sans blessure, rien du tout. Ils ont survécu à l'accident ou à l'attaque. Voilà, c'était toute l'histoire. Puis dans la nuit, il y a eu l'attaque américaine contre l'Iran et la riposte iranienne. On a vu au moins 2 ou 3 attaques sur l'île Syrie, dans le golfe Persique. Il y a aussi eu 2 attaques sur Bandar Abbas, la ville située près du golfe. Et ça, c'était le résultat global de l'attaque américaine contre l'Iran. Ils ont essayé de frapper l'usine pétrochimique d'Assalouieh, mais les missiles de croisière qu'ils ont utilisés pour atteindre la cible ont été interceptés par la défense aérienne iranienne. C'était une nouvelle amélioration du système. Et ça s'est bien vu, parce qu'on parlait justement de la façon dont la défense aérienne iranienne s'était renforcée pendant la trêve, la soi-disant trêve. Mais là, ils ont vraiment montré de quoi ils étaient capables. Et tous ces assauts, souvenez-vous, l'attaque israélienne contre l'Iran, puis plus tard, l'attaque américaine contre l'Iran, ils ont utilisé des avions de chasse partout, très très loin des frontières iraniennes. Ils sont restés à bonne distance et ont frappé leurs cibles depuis l'extérieur de l'espace aérien iranien. Ils ne se sont jamais approchés de cet espace aérien. Si je ne me trompe pas, il y a eu un seul avion de chasse qui a tenté d'y pénétrer, mais il a été repoussé par la défense aérienne iranienne. Voilà, toute l'histoire. Ensuite, il y a eu la riposte iranienne. L'Iran a frappé des cibles à Bahreïn, au Koweït et en Jordanie. Et à chaque fois que je veux dire Jordanie, parce qu'en persan on dit Jordan, en anglais aussi Jordan, eh bien, voilà les cibles. L'une d'elles était au Koweït. Si vous regardez bien, c'est un ravitaillement, vous voyez, un retour vers la cible. Voici l'une des cibles de l'attaque iranienne contre Bahreïn, une citerne de carburant, ou plutôt un réservoir pour le carburant des avions. C'est un hangar récemment construit à Bahreïn. J'ai dit Koweït, je voulais dire Bahreïn, sur la base aérienne d'Issa. Ce bâtiment avait été achevé en 2025 et il a été détruit lors de la dernière attaque iranienne contre Bahreïn. Un peu plus tard, de nouvelles images venues d'Iran ont montré plus précisément les cibles de ces frappes. Là encore, on est à Bahreïn. L'un des radars les plus récents du pays, un radar d'alerte précoce, a lui aussi été détruit par l'attaque iranienne. Et voici l'autre site, à Bahreïn. Vous savez, ces bâtiments, les réservoirs de carburant pour les avions de chasse, utilisés par les États-Unis pendant ces attaques. Parce qu'à chaque fois qu'Israël essaye d'attaquer l'Iran, il ne peut pas le faire sans l'aide des États-Unis. Il faut bien garder ça en tête à cause de la distance. Quand les avions de chasse se dirigent vers l'Iran, ils doivent faire le plein, parce que la distance est importante. Donc, ils ravitaillent sur le trajet vers l'Iran et aussi sur le chemin du retour vers Israël. L'Iran a donc frappé ces 2 bâtiments stratégiques à Sheikh Issa, à Bahreïn, une base américaine. Et l'autre cible se trouvait au Koweït. C'est encore un radar d'alerte avancé au Koweït qui a été touché sur la base aérienne d'Ali Al-Salem. Comme vous le voyez, sur les photos à gauche et à droite, le bâtiment a été complètement détruit.
Voilà les faits. Mais le vrai problème pour l'Iran, à mon avis, c'est ce qui se passe maintenant s'il recule. Parce qu'avant d'entrer en direct, on a appris par les médias, les chaînes 12 et 14 en Israël, qu'il parlait de l'administration Trump, qui essaierait de faire beaucoup de pression sur les Iraniens pour qu'ils ne répondent pas à l'attaque israélienne. Et comme Donald Trump l'a dit, personne n'a été tué, personne n'a été blessé, donc il ne s'est rien passé. Calmons-nous et ne répondons pas à l'attaque israélienne sur Beyrouth. C'est impossible. À mon avis, ça n'arrivera pas. Ce qui se passe, c'est que l'Iran va encore une fois attaquer le nord d'Israël en réponse à ce qu'Israël a fait. Pendant qu'on parle, il y a une délégation militaire en Iran qui essaie de combler les derniers écarts, de régler les derniers détails. Apparemment, les deux parties, les Iraniens et les Américains, travaillent encore sur certains points. Mais imaginez, aujourd'hui, une attaque israélienne sur la Dahia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Donald Trump n'a pas le pouvoir dont il aime se vanter à chaque fois. Il n'a aucune forme de levier, aucun moyen de montrer au monde qu'il contrôle la situation. Non, Donald Trump ne dirige pas le jeu, à mon avis. Donald Trump is not running the show, in my opinion. And Son influence et celle de son administration sont dominées par des Israéliens qui soutiennent Israël d'abord, Israël ensuite, puis les États-Unis. Je ne sais même pas s'ils considèrent les États-Unis comme une deuxième option. Peut-être qu'ils ont d'autres objectifs liés à Israël. Mais Netanyahou vient de montrer, il a clairement montré, qui tient les rênes. Il se moque complètement des États-Unis. C'est pour ça que, voyez-vous, votre allié, c'est Israël. Mais vous en êtes à supplier l'Iran de ne pas riposter à l'attaque israélienne. C'est d'une faiblesse incroyable. Si votre allié se fiche de ce que vous dites, comment pouvez-vous espérer que votre ennemi déclaré, votre soi-disant ennemi, fasse ce que vous lui demandez? Ça n'arrivera pas. Alors, est-ce que l'Iran va répondre? Est-ce que l'Iran va frapper des cibles? Est-ce que l'Iran va frapper le nord d'Israël? Je ne sais pas s'ils vont frapper des cibles dans le centre ou dans le sud d'Israël. Mais il faut bien comprendre que la situation est vraiment critique en ce moment. Israël fait tout, absolument tout, pour détruire toute possibilité d'accord entre l'Iran et les États-Unis. C'est la réalité. Je ne suis pas du tout optimiste à propos de cet accord, parce que je ne vois rien de concret en sortir. Mais rien que l'idée, le fait que ces deux parties se retrouvent, qu'elles signent quelque chose, même électroniquement, je ne sais pas si ça veut encore dire grand-chose aujourd'hui. Et les négociations, souvenez-vous, c'était quoi ces négociations? And the negotiations, remember what was the negotiation? The negotiation all about two sides talking to each other, not directly. Through Qatari government, through the government in Pakistan. This is the whole problem. Because when you want to reach a deal, you have to negotiate directly. And that didn't happen because the United States is not prepared. Donald Trump is preparing his way out of the region. He's not trying to make a deal with any sort of, long-term strategy in the Middle East. Today, what he posted that it's calm down. We are on this, we're going to put an end to the war on all fronts, including Lebanon. And this is going to be a beautiful future for the Middle East and peace, prosperity. These are huge lies. Dude, on the same day that you're trying to make a deal, Israel is attacking Dahia, not only Dahia. In the southern part of Lebanon, they're destroying everything. Dans le sud du Liban, ils détruisent tout. Regardez simplement les images qui viennent du Liban aujourd'hui. Ils frappent des cibles, ils frappent des bâtiments, ils détruisent tout. C'est la réalité à laquelle l'Iran est confronté, la réalité à laquelle les actes de résistance font face. Est-ce qu'ils vont reculer? Je ne pense pas. Après tout, qu'est-ce que ça voudrait dire, un accord? Quel serait l'intérêt pour l'Iran dans un tel accord? Est-ce qu'ils vont récupérer leurs avoirs gelés? Le point le plus important, à mon avis, c'est de mettre fin à la guerre entre Israël et le Liban.
et Israël doit se retirer totalement, complètement du Liban. Sans ça, il n'y aura aucun accord possible dans la région. Without achieving that, you're not going to get any sort of deal in the region. Okay, Israel is going to do the same thing as they did in the West Bank. Israël va faire la même chose que ce qu'ils ont fait en Cisjordanie et à Gaza. C'est pour ça qu'ils avancent petit à petit. Tu vois, on y va, on détruit, et à la fin, il ne reste plus rien. Personne ne vit plus sur cette terre. Et là, on dit maintenant, un nouveau chapitre commence. Maintenant, l'annexion arrive. Ils veulent annexer la partie sud du Liban. Ça fait partie du Grand Israël. Et je pense que c'est la principale raison pour laquelle personne ne devrait croire qu'un quelconque accord puisse avoir lieu entre l'Iran et les États-Unis. L'Iran ne cesse de répéter que le premier point, c'est de mettre fin à la guerre sur tous les fronts. Et rien ne bouge sur ce point-là. Mais Donald Trump, lui, essaie de piéger les Iraniens, à mon avis, avec cet accord. Il dit « Allons-y, faisons-le ». Si vous êtes vraiment sérieux à propos de ça, ou si vous voulez conclure un accord avec les Iraniens, alors comment pouvez-vous comprendre ces attaques contre le Liban? Comment vous expliquez ça? Pourquoi vous ne mettez pas la pression sur Israël? Netanyahou, lui, s'en fiche complètement de ce que vous... Parce que Netanyahou voit ça comme... En ce moment, je ne sais pas si vous avez vu la dernière publication de Yair Lapid, qui est, enfin, c'est l'alternative à Netanyahou et à son gouvernement. Il a publié un long message sur X. Et dans ce message, il dit plusieurs choses. Il dit qu'il faut encore espérer que les informations sur un accord avec l'Iran ne soient pas vraies. Il parle de l'accord entre l'Iran et les États-Unis. Mais si c'est le cas, ce serait l'un des échecs les plus choquants de la politique étrangère et de sécurité d'Israël. Et tout ça tourne autour de Benjamin Netanyahou et de sa faiblesse, si jamais ils y parviennent. Ce que ce message souligne, c'est qu'il a vendu aux Américains un scénario beaucoup trop optimiste, sans en détailler les risques, qu'il les a induits en erreur et qu'il a perdu leur confiance en pleine guerre. Vous voyez, en gros, il dit que le gouvernement israélien ne met pas la pression sur les États-Unis. Netanyahou ne le fait pas comme il faut. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Ils font déjà tout. Les États-Unis, regardez-les aujourd'hui. Rappelez-vous l'administration Biden. Beaucoup de gens, à un moment, se moquaient un peu de cette administration. Ils ne font rien. Ils envoient des bombes. Ils donnent tout à Israël. C'est ce qu'ils ont fait, oui, tout ça. Ils ont envoyé les bombes, les drones, tout ce qu'il faut à Israël, des intercepteurs, tout, absolument tout. Ils ont soutenu Israël pendant les attaques à Gaza, en Cisjordanie, et ils ont tout détruit. Alors aujourd'hui, quelle est la différence entre l'administration Biden et celle de Trump? L'administration Trump va encore plus loin. Ils ont franchi toutes les limites. Ces fameuses lignes rouges, elles n'existent plus. Ils attaquent l'Iran, ils attaquent le Liban. Il a dit jusqu'au fleuve Litani? Non. Allons au-delà du Litani. Allons jusqu'à Beyrouth. Allons, vous savez, à Dahieh et plus loin. Ce sont des escalades qui se produisent le même jour où il essaye de signer un accord. C'est absurde, complètement absurde. Je ne vois pas, et Israël ne veut pas ça. Quand on regarde Benjamin Netanyahou, peu importe que ce soit lui au pouvoir, ou quelqu'un comme Yair Lapid, ou Naftali Bennett, ils ont tous le même état d'esprit. L'un d'eux disait, vous savez, qu'ils peuvent peut-être différer sur la politique intérieure en Israël, mais sur la politique étrangère, ils sont identiques. Rien ne compte pour eux quand il s'agit de détruire Gaza, le Liban ou d'attaquer l'Iran. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Iran a profondément changé.